Bon, Allez. bonjour à toutes et tous. Oui, on a un petit peu de la présence féminine. Merci de m'accueillir. Donc, je suis Hervé Coupier, directeur des systèmes d'information pour le groupe Boiron. Donc, je vais vous présenter rapidement Boiron, laboratoire pharmaceutique, leader mondial dans l'homéopathie et connu pour cette thérapeutique particulière. Présente dans le monde entier. On est à peu près 3300 personnes dans le groupe. On est présent dans une vingtaine de pays en tant que filiale de plein exercice et dans une cinquantaine de pays pour distribuer l'ensemble de notre gamme produit. Donc, ça représente à peu près 520 millions de chiffre d'affaires. Je vous donnerai un petit peu d'éléments sur ça. Ce qui est important de voir sur l'entreprise Boiron, c'est un labo pharma qui est plutôt ancien, qui a acquis sa position de leader par l'homéopathie dans le domaine strictement pharmaceutique et qui, ces derniers temps, a dû changer un petit peu ses paradigmes, puisque, comme vous le savez, l'homéopathie a été déremboursée. Il y a eu une campagne un peu de dénigrement autour de l'homéopathie qui nous a fait beaucoup de mal et qui nous a accéléré dans notre démarche de changement, de transformation, et notamment d'aller vers beaucoup plus d'une diversification de nos offres, de nos marchés, de nos canaux. Et c'est important de le dire parce que c'est ce qui ancre aujourd'hui la logique de démarche digitale qu'on a initiée maintenant il y a 3 ans. C'est relativement récent. Une démarche qui était extrêmement volontariste, un peu rupturiste, une petite révolution, parce que à l'époque, nos métiers internes travaillaient sur leur digital de manière très silotée. Ils avaient leurs partenaires externes 100%, avec des approches relativement artisanales. Et en fait, on ne répondait pas du tout aux enjeux du jour, mais surtout de demain, par rapport à justement ce terrain de jeu qui s'est bien élargi. D'où l'importance de vraiment mettre de l'accent sur notre approche digitale. Et c'est là qu'on a lancé, donc il y a 3 ans, encore une fois, avec Jean-Baptiste, qui était chez nous à l'époque, Thibaut, qui sont ici présents. Cette démarche, l'objectif, c'était multiple. Ce n'était pas qu'un objectif technologique, évidemment. C'était déjà de bousculer un petit peu la culture de l'entreprise sur ces domaines digitaux, voilà, sur lesquels on n'était pas forcément très aguerris. Donc, culture du digital, c'est les bons réflexes, la logique de capitalisation de l'expérience, de la connaissance, de la data, toute cette reprise en main du digital. Et on a parlé à l'époque de souveraineté, reprise de souveraineté. Donc, on a monté cette organisation avec une structure interne, hybride, des internes, des externes, pour pouvoir mettre un gros coup d'accélérateur sur ces domaines-là. Et puis adopter des nouvelles méthodes, alors, qui sont évidemment très classiques, méthodes agiles, mais qui étaient relativement nouvelles dans l'esprit et dans la culture entreprise, pour pouvoir développer cette plateforme dont on va, je pense, vous parler ce matin. Une plateforme qui, pour nous, est fondamentale dans notre stratégie digitale. Pharma très contraint par le réglementaire, mais notre diversification fait qu'on a beaucoup plus de latitude et donc on va pouvoir accélérer sur ces sujets, notamment dans une approche beaucoup plus B2B, B2C, donc vraiment sur le client final. Donc, ça sous-entend voilà, beaucoup d'enjeux sur le promotionnel, le relationnel, le transactionnel. Et donc, on a monté ces plateformes dont on va vous parler ici, qui nous permet d'être rapide pour développer, rapide surtout pour déployer, puisqu'on a des filiales partout et on essaie de les faire profiter de toutes nos approches digitales. Et puis, avec une capacité de faire du scaling facilement, de pouvoir adresser des nouveaux terrains avec une grosse adaptabilité ou agilité, suivant comment on le voit. Voilà, je n'en dis pas bien plus, mais je laisse la parole aux vrais experts qui ont rendu tout ça possible. Voilà, merci. Merci beaucoup Hervé. Donc on va effectivement décliner ce qui vient d'être introduit à l'instant. On va commencer par se présenter. Alors je vais commencer puisque Pierrick n'a pas encore le micro. Moi je suis Arthur Nozeda, donc je suis architecte à la DSI de Boiron depuis 13 ans. Voilà, récemment arrivé donc dans l'équipe digitale dont on vient de parler dès ses débuts. Donc une aventure de 3 ans dont on va vous narrer les succès, les tests, les échecs et l'issue glorieuse à laquelle on vous convie.
Voilà. Et moi, donc, c'est Pierrick, je suis consultant chez Ypon. Et ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne l'équipe digitale chez Boiron pour tout ce qui est la partie cloud et la partie DevOps. Alors, on va parler un peu de l'architecture générale des produits digitaux. L'idée, c'est de montrer de quoi on est parti, quelle était notre feuille de route, pour arriver ensuite à sa déclinaison infrastructurelle, voilà, qui a son cadre dans une conférence sur le cloud. Donc, initialement, ça, c'était le schéma qu'on avait fait pour démontrer le produit digital type chez nous. On imaginait qu'il aurait un front-end, quelque part, une interface utilisateur qui assemblerait un ensemble de services et qui présenterait une expérience sympa pour l'utilisateur. On aurait des règles de gestion qui seraient figurées par l'API ici. On aurait aussi du contenu statique que les gens, que les métiers auraient besoin de mettre à jour. Donc là, on imaginait un CMS. On pensait aussi avoir de l'authentification. Il nous faudrait une gestion des utilisateurs. Et une contrainte que notre RSSI de l'époque nous avait donnée, c'était pas d'adhérence forte avec le SI de l'entreprise. Quelque part, nous, on est une équipe émergente, on peut faire prendre un peu des risques à la boîte, mais faut pas non plus abîmer le métier traditionnel. Donc, on avait imaginé qu'on aurait des mécanismes de communication qui permettraient de faire boîte aux lettres, entre guillemets, au travers d'un composant qui est l'Event Hub. On imaginait déjà l'utiliser. Donc, pour ceux qui étaient à la conf de Rachid, il en a parlé à un moment donné dans une des solutions techniques. Voilà, on est content de voir que ça figure aussi chez les autres. Pour faire ces produits-là, il a fallu choisir les technologies qui allaient avec. Alors, on est allé se coltiner les différents comparatifs. Celui-là, je pense que vous le connaissez tous si vous évoluez dans les sphères JavaScript. C'est le State of JS. Là, vous avez la capture de 2022. Évidemment, quand on a fait ces choix il y a 3 ans, c'était pas cette infographie-là. Je la montre simplement pour montrer que les tendances d'époque ont continué à se concrétiser et que donc nos choix n'étaient pas trop mauvais. Il y a 3 ténors hein, en JavaScript. Il y a React, il y a Angular, il y a Vue. Vue, j'étais pas certain que ça puisse nous aider à faire le tour de la question. Et Angular, c'est un produit Google et comme le montre ce merveilleux site killedbygoogle.com, adosser une stratégie d'entreprise sur des produits qui sont développés par une boîte de R&D qui peut éventuellement jeter à la poubelle un produit sur lequel moi j'ai construit. Je me sentais un peu gêné vis-à-vis de mon DSI, par exemple, de lui dire « Désolé, patron, mais en fait, on doit tout jeter à la poubelle. J'ai fait un mauvais choix. » Pour autant, des mauvais choix, on en a fait, et en voici un. RenderTron. RenderTron, qui est une technologie Google. Et oui, on en avait quand même fait rentrer une dans notre giron, et pas de bol, celle-là a été abandonnée. Vous voyez que le repository a été gelé en octobre 2022. Voilà, donc notre server-side rendering, on avait identifié qu'il y aurait des besoins de server-side rendering. Cette solution-là, on l'utilise plus, on utilise Next.js. Fort heureusement, c'était le produit avec lequel on était parti pour faire notre server-side rendering sur la majorité des produits digitaux. Donc, cette erreur de parcours n'a pas été trop coûteuse. Enfin voilà, le server-side rendering, pour nous, c'est Next.js et ça marche très très bien. Sur la partie back-end, choix plus facile, puisque en continuité avec ce qu'on mettait déjà en place chez Boiron dans le SI on-premise, l'utilisation de Spring Boot, vers lequel on avait déjà entamé un premier virage sur nos briques de connexion entre ERP. Et on voit avec ce rapport du SNCC, de SNCC plus exactement, que Spring Boot, c'est encore, en tout cas en 2021, la technologie reine de l'écosystème Java. On a une culture Java chez Boiron, pour les développements SP en tout cas. Et donc, naturellement, prendre Spring Boot, c'était plutôt pas mal. Pour l'instant, pareil, c'est un choix qu'on n'a pas eu à regretter. On l'a adossé avec Maven comme technologie de build. Pareil, c'est des choses qu'on maîtrise parfaitement. On s'est un peu gratté la tête sur la partie Azure Event Hub parce que pour simuler, pour faire des tests d'intégration avec un composant du cloud pour une partie messaging, il fallait trouver une alternative. Et Event Hub a la bonne idée d'être compatible avec le protocole Kafka 1.0. Donc, ce qu'on fait sur les postes de dev, c'est d'utiliser une instance de Kafka conteneurisée. Petit aparté sur JHipster qu'on a utilisé initialement pour la génération des produits. Donc, c'est un générateur d'applications Spring Boot avec des front-ends dans différentes technologies. Ça marche très bien, mais on a trouvé que la montée de version était un poil compliquée.
Donc, dans les montées de version qu'on a ensuite engagées, on a préféré revenir à du Spring Boot Vanilla, hein, donc non hipsterisé, merci. Voilà, et on en est content. Il y a le projet Hipster-like qui pourrait éventuellement nous intéresser, mais pour l'instant, on est en Spring Boot Vanilla et ça va très bien. Sur le CMS, le CMS, ça a été aussi une belle histoire. J'en vois qui rit dans la salle. On était parti initialement sur Drupal et sur une déclinaison headless, puisque, comme je vous montrais dans la capture initiale, on voulait avoir une expérience utilisateur au travers d'un front-end écrit en React. Et donc, on s'était dit, tiens, une déclinaison headless de Drupal, ça doit le faire. On a pris Contenta comme distribution, mais malgré tous les efforts de nombreux SRE, spécialistes de l'automatisation, dont Pierrick, mais pas uniquement, on n'a pas réussi à obtenir un hébergement de cette solution-là qui soit satisfaisant d'un point de vue de ses performances, de sa maintenabilité et même du cycle CI/CD de manière générale. Donc ça, pareil, je détaillerai pas, mais si vous voulez venir nous voir pour apprendre plus sur pourquoi Drupal, pourquoi on déteste Drupal aujourd'hui. Voilà. Les mots sont forts, les mots sont très forts. N'hésitez pas. Mais voilà, toujours est-il qu'on n'a pas eu les performances escomptées, et donc on est parti sur une solution SaaS qui s'appelle Prismic, et avec laquelle ça marche plutôt bien. Il y a des défauts, comme dans toutes les solutions qu'on prend sur étagère, mais c'est pour moi l'occasion de dire une chose, c'est que notre stratégie aujourd'hui, c'est quand ça existe sur étagère, on va le prendre. Quand ça n'existe pas, là, on va le développer. Et c'est un peu tout ce qui va sous-tendre l'architecture actuelle du produit digital chez Boiron. Et pour le progrès, parce que cette conf, on en a déjà donné une première itération en début d'année. Voilà, pour ceux qui suivent l'actualité, on n'a plus que 2 déploiements de Drupal en production et on a bon espoir d'arriver à tous les dégager d'ici la fin de l'année. Voilà. D'un point de vue du cloud provider, choix facile pour nous, Azure. Il a été beaucoup question d'AWS tout à l'heure. Nous, on est Azure. C'est historique. Boiron travaille avec les technologies Microsoft depuis très longtemps et ça marche bien. Donc, quand il a fallu choisir un cloud provider, c'était un peu nouveau pour nous, mais on s'est tourné directement vers un acteur avec lequel on avait l'habitude de travailler. Pour autant, on avait un petit peu peur du vendor lock-in, donc notre première idée, ça a été de se dire comment est-ce qu'on va dans le cloud, mais on s'isole suffisamment pour que si on doit repartir avec notre solution, on puisse encore aller les déployer chez GCP, chez AWS. C'est pour ça qu'on est parti sur Kubernetes. Pour autant, c'est pas le seul service managé qu'on utilise chez Azure, puisqu'on utilise aussi Azure Event Hub, on en parlait tout à l'heure. Récemment, on s'est mis à utiliser Cognitive Search comme moteur de recherche. Ça, pareil, c'est une nouveauté par rapport à la dernière fois qu'on a pu se parler. On utilise le Container Registry pour stocker les images Docker. On s'est mis aussi dans le cadre d'un truc que Pierrick vous parlera tout à l'heure sur la mise en place du proxy OAuth. Pareil, une deuxième version du proxy OAuth, je ne veux pas spoiler, qui nous a fait mettre en place un Redis Manager. Donc pareil, c'est l'offre Redis de Kubernetes. Et enfin, pour le stockage de Azure, excuse-moi. On utilise aussi les bases de données type MariaDB fournies par Azure et aussi le service de gestion de secrets Key-Vault. Ce qui donne ce landscape-là, quand on regarde un petit peu une projection de l'ensemble des produits digitaux, tous superposés les uns sur les autres pour voir un peu ce que ça donne comme écosystème. Donc vous avez un cœur applicatif qui est, alors j'en ai pas trop parlé, la gestion d'identité avec Keycloak, solution qu'on avait postulée au départ, dont on est hyper content. Pareil, si vous voulez un retour d'expérience sur Keycloak, venez nous voir. Spring Boot marche très bien, Next.js pour le SSR et la programmation en React impeccable. Une palanquée de services dont je viens de parler, en tout cas là, d'une sélection dans Azure. Et après, un certain nombre de services SaaS, pareil, hein, ça existe sur étagère, on va prendre. À la fois donc pour le paiement avec Stripe, à la fois pour le e-commerce avec Shopify. RiseUp, c'est notre plateforme d'e-learning. On fait beaucoup de formations auprès des salariés, auprès des médecins, des pharmaciens. Donc à l'interne comme à l'externe. On va avoir Prismic, le libellé, malheureusement en blanc, c'est pas très malin. Mais donc ça, c'est notre CMS SaaS. On va avoir In Recruiting, sorry for that, pour la partie offre d'emploi et Datadog pour l'observabilité. Voilà, ça donne un petit peu la panoplie complète de notre solution digitale. Et sans plus attendre, je passe le micro, cravate, à Pierrick. Donc maintenant que Arthur vous a présenté l'ensemble de l'écosystème dans lequel on évolue et avec tous les services SaaS et tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Et concrètement, dans Azure, comment est-ce qu'on a organisé les choses? On a
3 souscriptions dans Azure. Donc, pour ceux qui connaissent pas Azure et qui connaissent plus AWS, c'est l'équivalent des comptes AWS. C'est une carte bleue par souscription. Et donc voilà, on en a 3. Donc, une qui contient toute notre production. Une autre qui contient tout ce qui est hors production, donc les recettes, les pré-prod pour les projets qui en ont, parce que on a des petits projets qui n'ont pas forcément besoin de pré-prod, et les environnements de prévisualisation dont on vous parlera tout à l'heure. Et enfin, la 3e souscription, celle qu'on a appelée Builder, en fait, qui va contenir qui va nous permettre de faire des tests et tous nos outils de dev, notamment nos runners GitLab qu'on héberge dans cette souscription dans Azure, dont on vous parlera aussi tout à l'heure. Je vous ai parlé des environnements de prévisualisation. Ça, c'est un mécanisme qu'on a mis en place qui est assez classique. C'est la génération. En fait, c'est la génération d'environnements à la demande pour le dev quand il va développer. Comment ça se passe? Il fait son dev, il le push sur GitLab, il crée une EMR et là, il peut déployer un environnement temporaire ISO, dans l'environnement Azure, dans le cluster Kubernetes, pour simuler comme s'il était vraiment pour être le plus proche de l'environnement de prod final. Cet environnement, il est provisionné pour une durée de 2 heures et après, il est automatiquement détruit. Bien sûr, s'il a besoin, au bout des 2 heures, de le relancer, il a juste à faire un clic dans GitLab et ça le redéploie. Ces environnements de prévisualisation, ils sont aussi tous automatiquement détruits le soir pour éviter d'avoir des environnements qui se stackent et qu'on oublie quand il y a eu quelque chose qui a un raté et qui s'est pas détruit, hop, il est automatiquement détruit. Et pareil, si le déploiement de l'environnement fail, tout ce qui a été créé est automatiquement détruit. Pareil, dans un souci d'économie et d'éviter d'avoir des ressources qui restent à droite à gauche. Néanmoins, on a quand même fait, tout n'est pas redéployé. Il y a des composants qui sont mutualisés. C'est un compromis qu'on a fait pour éviter, par exemple, le kicklock. On ne s'amuse pas à redéployer un kicklock à chaque fois pour chaque dev quand il va vouloir tester une fonctionnalité front. C'est pas forcément utile. Maintenant que je vous ai expliqué comment étaient faits nos environnements, on va parler du contrôle d'accès aux environnements parce que ça, c'était un sujet assez important pour nous. C'était comment est-ce qu'on fait simplement pour éviter que tous nos environnements hors production et nos backends de production, donc typiquement les interfaces d'administration, ne soient pas accessibles publiquement, tout en étant accessibles à tous les devs qui en ont besoin et qui ont besoin d'y accéder partout. Parce que l'idée d'un VPN, c'était pas possible parce qu'on a aussi des métiers qui ont besoin d'accéder à ces backends et faire installer un VPN à tous les métiers qui se trouvent dans toutes les filiales dans le monde, voilà, c'était pas possible. Donc, on a cherché une solution simple et surtout standardisée parce qu'on voulait aussi pas que d'être obligé pour chaque application développer une surcouche spécifique à chaque application où chaque application aurait la sienne. Historiquement, quand je suis arrivé, il y avait 2 façons de résoudre ce problème, du filtrage IP, mais on sait tous que on nous demande d'ajouter des IP pour whitelister des gens, mais on n'a pas de suivi, donc on supprime jamais des IP. Donc on se retrouve avec des listes d'IP qui sont autorisées, on ne sait pas à qui elles appartiennent, voilà. Ou alors une authentification basique haute, c'est-à-dire pour un site, quand vous allez sur le site web, ça vous met user password et vous mettez le user, le password, mais il faut savoir que ça, le password, il passe en clair. Donc c'est pas vraiment sécurisé. Enfin, c'est une première façon de faire, mais qui ne nous convenait pas pour ces raisons-là. Du coup, comment est-ce qu'on a fait? On a utilisé une solution qui s'appelle un Auth Proxy, qui, en fait, on le déploie dans nos clusters. Donc ça, c'est la version 1, qui était en fait un MVP qu'on a fait. Et juste après, je vous présente la version actuelle, qui est la V2, qui est une version plus aboutie. C'est un sidecar qu'on va déployer sur l'ensemble de nos pods dans Kubernetes qui ont besoin d'être protégés, de protéger leur accès. Et en fait, comment ça se passe? Quand l'utilisateur arrive sur l'ingress controller, il essaye d'aller sur le pod et s'il n'est pas authentifié, il y a une redirection automatique qui est faite sur le sidecar qui est l'auth proxy. Et cet auth proxy, en fait, il est synchronisé, il interagit avec l'Azure AD, donc qui est géré par l'entreprise. Et en fait, on rentre ses logins,
quand on arrive sur l'application, et qu'on n'est pas authentifié, on a une page d'authentification Microsoft classique, comme quand vous allez sur Office 365 ou tous les services Microsoft, et ça vous demande de vous authentifier. Vous rentrez votre user password Boiron, donc voilà. Et si au préalable, nous, on a autorisé cet utilisateur à accéder, hop, il est redirigé automatiquement sur notre application, et après, c'est transparent pour lui. Du coup, bah, on n'a pas fait développer quelque chose à nos équipes de dev pour protéger les applications, et c'est une brique qu'on vient rajouter par-dessus et qui est transparente pour les devs et pour les utilisateurs et uniquement infra. Ça, c'était la V1, mais elle ne nous convenait pas totalement. Du coup, la V2, comment ça se passe? En fait, on n'a plus load proxy qui est en sidecar sur tous les pods qu'on veut protéger, mais en fait, on n'a plus qu'un seul load proxy qui est dans notre souscription de dev que je vous ai présenté tout à l'heure. Et cet load proxy, il répond à plein d'ingresses, plein d'URL différentes. Par exemple, si on veut protéger le projet 1, auth.projet1.com, hop, ça arrive sur load proxy. Et du coup, quand on arrive au début sur l'ingress controller sur projet1.com, hop, et qu'on n'est pas authentifié, ça nous demande d'aller, enfin, ça nous fait une redirection vers auth.projet1.com qui s'authentifie avec l'autre proxy de la même manière. La seule différence, c'est que maintenant, il y a un cache Redis pour le stockage des sessions, pour que si l'autre proxy redémarre ou autre, en fait, il garde ses sessions et ça évite de perdre ses sessions. Donc, c'est un meilleur confort utilisateur. Et ça suit surtout les recommandations du produit, puisque si vous ne faites pas avec un cache Redis, mais que vous faites en cache local, ils vous disent « Oula, attention, oui, ça fonctionne, mais c'est pas bien. » Voilà. Oui. Ça protège le front-end. Oui. J'ai l'API back-end spécifique. Oui. Alors, en effet, on essaye au maximum de faire en sorte que les API, enfin le front communique avec l'API via le réseau Kubernetes sans repasser par devant. Donc du coup, s'il n'y a pas besoin il n'y a que les routes. Enfin, les routes qui passent par là, elles ne sont pas exposées publiquement. Et sinon, il y a des routes. En fait, oui, ça passe par le réseau interne Kubernetes. Donc, tu n'as pas réellement besoin d'aller taper l'API directement. Voilà, oui, il y a du server-side rendering. Ouais. Voilà, et oui, il y a certaines routes qui sont quand même accessibles publiquement, mais il n'y a que ces routes-là qu'on a choisies spécifiquement. Par exemple, toutes les interfaces d'administration pour aller, je ne sais pas, administrer les utilisateurs. Les interfaces d'intégration, on les a explicitement sorties aussi du pattern sur matching. Certaines API, on a un Swagger. Ouais. Le Swagger, il n'est pas accessible. Il est protégé via ce mécanisme. Oui. Et ben justement, en fait, avec ils ont c'est le même mécanisme. Ils arrivent sur le Swagger et ça les redirige automatiquement pour s'authentifier avec leur compte Boiron. Alors, c'est exposé, mais c'est sécurisé, ouais. Il y a des API qui sont, enfin des routes API qui ne sont pas exposées publiquement, et là, ça passe via le réseau interne pour faire le server-side rendering. Voilà. Et sinon, celles qui doivent être exposées parce qu'il y en a, soit elles sont exposées publiquement. Enfin, il y en a certaines, mais c'est pas des endpoints critiques. Ouais. C'est des endpoints qu'on a estimé normal d'exposer, par exemple pour des applications tierces qui ont besoin d'aller pousser de la donnée chez nous. Effectivement, alors chez nous c'est /API/intégration. Ça c'est un pattern qu'on reconnaît comme devant sortir de la sécurité qu'on vous présente, enfin du contrôle d'accès qu'on vous présente. Voilà. Mais tout le reste, effectivement, interface d'administration, il faut montrer patte blanche avant de pouvoir rentrer. Pourquoi pas faire des contrôles d'accès avec en fait, il y avait aussi le. En fait, ce qui nous apparaissait important, c'était aussi de pouvoir coupler ça avec la gestion d'utilisateurs, les entrées-sorties chez Boiron. Donc en soi, on a un Azure AD qui est une réplication de l'Active Directory qu'on gère on-prem. Et donc quelque part, si on pouvait avoir cette manière de gérer les comptes et donc de tout faire dans de l'administration Windows, en fait, on était très bien. Et donc finalement, ce qu'on te montre, c'est uniquement une surcouche par-dessus ce truc-là qui te branche sur l'Azure AD et qui permet d'exploiter un point de vérité sur qui a le droit, qui n'a pas le droit. Parce qu'il y a aussi des métiers qui ne sont pas du tout tech, qui ont besoin d'accéder à ces endpoints. Notamment les interfaces d'administration. On a des gens qui,
rentrer le user login, user mot de passe, ils savent faire. Par contre, leur dire, alors tu vas aller récupérer un token, voilà, faire du code. Avec un OAuth, tout ça, et ça reste un login password. Oui, mais oui. Ouais, si tu veux, on peut en discuter en après. discuter Parce après, que si si ça tu se trouve, il y a un truc qu'on n'a pas vu. C'est Il y a un une retour solution, d'expérience à c'est prendre. peut-être pas la seule Ouais. solution. Non, mais bien sûr, Non, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. ça peut être intéressant. En tout cas, c'était un peu de temps, volontiers. Et donc du coup, concrètement, comment ça se passe pour protéger une application? En fait, sur l'ingress qu'on veut protéger, on ajoute 2 annotations. Donc là, c'est un exemple avec l'ingress controller Nginx, mais c'est aussi possible de le faire avec Traefik, peut-être avec d'autres. Dans la doc, il n'y a que ces 2-là. Et côté Azure AD, on rajoute on rajoute les URL de callback qui sont autorisés à utiliser ce mécanisme d'authentification pour éviter que n'importe qui aurait l'URL de l'Azure AD puisse utiliser une authentification Boiron pour ses applications. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu DevOps et automatisation. Déjà, il faut savoir qu'on a fait le choix d'utiliser Terraform pour l'ensemble de toute notre stack. Aujourd'hui, dans Azure, tout est déployé via Terraform, à l'exception de ce qui n'est pas géré par notre équipe. Donc, on parlait de l'Azure AD. Ça, c'est les équipes historiques, je vais dire, d'Ops historiques qui le gèrent. Et du coup, ça, c'est eux qui le gèrent et c'est pas du tout terraformé. Mais nous, tout ce qu'on déploie et toutes nos applications sont déployées via Terraform. Concrètement, qu'est-ce qu'on utilise comme provider? Forcément, le provider Azure. On vous a parlé de Datadog tout à l'heure et on vous en reparlera après pour toute la partie monitoring. Let's Encrypt, parce que tous nos environnements hors production sont protégés avec du Let's Encrypt pour le certificat. En prod, c'est des certificats classiques. Et petite précision, en fait, on déploie du Kubernetes, des ressources Kubernetes en utilisant Terraform. Ça, c'est un choix qu'on a fait parce que comme en fait, on est une petite équipe, on essaye au maximum de rationaliser les outils et les connaissances et compétences nécessaires et la stack technique, puisqu'on est une équipe de 15 personnes et je suis le seul Cloud and DevOps. Donc, on déploie tout avec Terraform et ça fonctionne plutôt bien. Donc, on utilise le provider Kubernetes et Helm pour déployer des applications. Hop, non. Concrètement, forcément, comme je vous l'ai dit, dans un souci de mutualisation et de réduction de la taille de la stack technique et du code, on essaye au maximum de réutiliser tout ce qu'on peut entre les projets. C'est notamment le cas avec Terraform où on a fait des modules, puisque comme nos produits sont relativement assez similaires les uns aux autres, déployer un cluster Kubernetes, hop, c'est un module. Récupérer un certificat Let's Encrypt pour la pré-prod, c'est un autre module, et voilà, et vous avez la liste de tous ceux, entre autres, si elle n'est pas exhaustive. Petit point par rapport à Terraform, et en fait, tous nos clusters cubes en front, ils ne sont pas exposés directement sur Internet. Devant, il y a un composant Azure qui s'appelle une Application Gateway. Alors, si on fait l'équivalent à AWS, c'est Application Load Balancer, qui est en frontal et qui a notamment un Web Application Firewall. C'est un reverse proxy managé globalement avec une stack sécurité en plus. Le problème, c'est qu'elle est très compliquée à déployer avec Terraform parce que on peut pas déployer juste la ressource et après faire des configurations qu'on vient appliquer à la ressource. Toute la configuration est dans le bloc ressources dans Terraform. Et comme nous, on a beaucoup de projets et qu'une application gateway en recette et une autre en prod, on se retrouvait vite avec un bloc ressources qui était immense. Et voilà, plus de 4000 lignes pour la ressource Terraform. Donc, qui dit immense dit impossible à maintenir. Voilà. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'on veut déployer un nouveau projet, il faut un bloc pour écrire le certificat, le bloc pour le back-end, un bloc pour des settings HTTP, des règles de redirection, des listeners pour dire quelles URL sont écoutées et les règles qui sont associées pour les rediriger là où il faut. Du coup, comment est-ce qu'on a fait? On a sorti tout ça de Terraform et en fait, on décrit ce qu'on veut déployer dans l'application gateway dans des fichiers JSON de configuration qui sont templétisés.
Donc, chaque projet va avoir son fichier JSON et après, avec un mécanisme de for each et de bloc dynamique dans le bloc ressource de l'application gateway, on arrive à itérer sur tous ces fichiers JSON et à déployer toute cette conf et réduire au maximum voilà, la taille du code de cette application J'ajoute gateway. juste une chose aussi, c'est une bonne solution pour faire du découplage. Parce que le problème de l'application gateway, c'est que comme elle se met en front devant tous les produits qu'on développe, ça veut dire que tout produit qu'on rajoute, qu'on modifie, potentiellement impacte l'application gateway. Donc c'est un composant qui n'arrête pas de bouger, en soi pour des raisons différentes. Ce produit a bougé, l'application gateway change. Donc là, avec la solution par fichier JSON, un par produit, bah, quelque part, on a une bonne solution de découplage qui permet de savoir aussi pourquoi ça bouge. Au niveau de la traça dans GitLab, par exemple, on sait exactement quelle application a fait changer les règles de l'application gateway. Voilà. Rapidement, on va parler de la gestion de nos certificats parce que ça a été un gros sujet chez nous, puisque comme on a beaucoup d'applications déployées dans plein de filiales, voilà, plein de pays, bah, on n'arrête pas d'avoir des mises à jour de certificats et tout. Et il fallait faire une méthode simple pour les mettre à jour, puisqu'en fait, on a délégué ça aux équipes du support N2 qui sont habitués, enfin, qui aujourd'hui travaillent très peu avec tout ce qui est GitLab, Terraform, Kubernetes. C'est des technos ils ont entendu un peu parler, mais ils connaissent pas. Ils apprennent maintenant Ils commencent à apprendre, utiliser. mais à l'époque, ils ne connaissaient pas du tout, donc il fallait faire quelque chose de simple. Comme je vous ai dit, on a en hors prod, c'est du Let's Encrypt et c'est géré automatiquement. Pour la mise à jour des certificats de prod, qui sont des certificats classiques, en fait, on les a tous regroupés dans un projet GitLab. Bien sûr, ils sont chiffrés, hein, ils sont pas voilà. Et à chaque fois qu'on touche un nouveau certificat, il est stocké dans notre Key Vault. Petite subtilité, en fait, l'application gateway peut aller lire les fichiers, enfin les certificats dans un Key Vault. Le problème, c'est que si on met à jour le certificat dans le Key Vault, l'application gateway, elle garde quand même l'ancien. En fait, faut lui dire, tiens, voici ton nouveau certificat pour cette route-là. Donc du coup, on est obligé d'avoir une schedule GitLab qui, de manière cyclique, chez nous, c'est tous les jours, va checker tous les certificats de l'application gateway et vérifier qu'il n'y a pas une nouvelle version dans le Key Vault. Donc ça, c'est en production. Et du coup, les équipes d'Ops, ils ont juste à récupérer le certificat qu'eux, ils commandent auprès de la CA tierce et le pusher dans GitLab et ça fait la mise à jour automatiquement. Ils ont que ça à faire et du coup, ça nous décharge de la gestion des certificats. Hors production, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir qu'un seul Key Vault, c'est chaque projet qui a son Key Vault avec son certificat Let's Encrypt qui est généré par Terraform. Voilà. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on déploie tout avec GitLab. On fait, alors pas du déploiement continu parce que voilà, mais on essaye de tendre au maximum. Notre cycle de release aujourd'hui, c'est une fois toutes les 2 semaines en moyenne sur chaque application. Donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, on héberge nos propres runners GitLab dans un cluster AKS pour des questions de coût parce que les runners de GitLab ils coûtent cher et aussi pour des questions de sécurité puisque si ça s'exécute chez GitLab, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Pareil, toujours dans un souci de rationalisation, nos produits sont relativement similaires, ils ont des stacks techniques assez semblables, donc on a templétisé au maximum nos pipelines GitLab pour, dès qu'on peut, on réutilise quelque chose qui est commun à tous les projets, et comme ça, c'est beaucoup plus simple à maintenir. En revanche, on a beaucoup d'étapes parce que ça, c'est un choix qui a été fait avant que j'arrive, c'était de faire du monorepo type produit. Donc, en fait, chaque projet a un seul repo GitLab qui va contenir le code de l'API, du front, de l'infrastructure, les tests end-to-end, tout ça. Donc, du coup, ça nous donne beaucoup d'étapes dans la CI et du coup, il a fallu optimiser cette CI pour que je vous parlais notamment des environnements de prévisualisation, mais c'est bien, mais si le dev il fait son push et qu'il a le temps d'aller manger le midi et de revenir et que son envie il est toujours pas prêt, c'est pas ouf. Donc comment est-ce qu'on a fait? On a fait utiliser des features de GitLab CI qui sont les needs et les change. Alors needs qui permet de dire ce job il a besoin d'attendre uniquement certains jobs et pas tout le stage précédent. Donc si on prend le schéma ici, par exemple, on voit que le build du back, il a besoin juste d'attendre que les stages de quality du back soient passés, que les stages de la quality du front soient passés. Il s'en fout, il peut quand même avancer vite.
Et c'est juste le apply à la fin qui doit attendre que tous les tests et tous les builds soient passés, ce qui permet d'optimiser. On a réussi à avoir jusqu'à 40 à 50% plus rapide. Les changes, c'est juste, certains stages ne s'exécutent que s'il y a eu des changements sur certains fichiers. Parce que, comme je vous disais dans le même exemple, on n'a pas besoin de rebuild le back si on a fait que du développement front. À savoir que les changes, on les utilise pas en production quand on fait une map parce que on préférait se sécuriser et se dire on rebuild tout pour la map. Comme on fait une map toutes les 2 semaines, c'est pas grave si la pipeline était un peu plus longue. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de filiales et voilà, donc chaque produit va déployer jusqu'à 15 filiales. Donc si on regarde dans GitLab après ce que ça donne, c'est dégueulasse. Voilà. Mais en fait, comme tout est templétisé, c'est assez, c'est juste du. C'est pour la blague, entre hein, chaque quand vous le filiale. mettez, Et c'est, On le lit pas, celui-là. on le lit pas. Voilà, c'était juste pour le troll et pour vous montrer que il y a beaucoup de jobs, mais en fait, c'est templétisé. Donc du coup, chaque filiale refait la même chose modulo des variables d'environnement. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Encore et Falco. Falco, je vais passer rapidement. Et en plus, si vous voulez en savoir plus, il y a Rachid qui fait un talk. Il a fait un talk tout à l'heure. Ouais. Ah, il l'a fait tout à l'heure. Ah mince, je crois que c'était Non, à venir. Non. Voilà. Et Encore. Donc, Encore, c'est une solution qui nous permet de faire de la détection de vulnérabilité sur nos images Docker qu'on va déployer dans nos clusters. Comment ça se passe? À chaque fois qu'on va builder une nouvelle image en recette pour le déployer sur notre cluster de recettes, et cette image, elle est analysée par Encore, qui est un outil open source et l'outil le moteur Engine qui permet de faire l'analyse est open source. Le problème qu'on avait, c'est que l'engine, il est open source. Par contre, si on veut un front qui nous affiche tout ça de manière propre, là, c'est la version Enterprise qui est payante et qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui comprend pas que ça, qui comprend plein d'autres choses. Mais nous, on avait juste besoin du front et on voulait pas mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Comme il expose une API, on va consommer cette API pour faire un petit front qu'on a développé nous-mêmes, qui est très simple, pas beau et tout, mais c'est pour nous. Ça, c'est quand les SRE se mettent à faire du Next.js. Voilà. Attention, ne faites pas ça en vrai. Voilà, ça, c'est moi qui ai développé et c'est pas beau, mais bon, ça fonctionne. Et donc, en fait, on a deux vues. Une vue qui contient toutes les images qu'on a analysées, donc celle-là. Voilà. Et après, si on veut le détail, on a toutes les failles qui ont été trouvées dans l'image. Là, pour l'exemple, j'ai fait analyser Elasticsearch 7.14.2 que l'on n'utilise pas en prod. Puisque elle contient, on peut voir les failles de Log4Shell qu'on a eu, je sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. 2021, je dirais. Décembre 2021. Voilà. Falco, voilà, je vais passer très rapidement, qui nous permet de monitorer les activités suspectes dans nos clusters. Aujourd'hui, on en est encore à un stade d'expérimentation. Alors, c'est déployé sur nos clusters de prod et ça remonte tout ça dans Datadog, mais on n'en fait pas grand-chose aujourd'hui. C'est plus de la traçabilité et de l'alerte. Enfin, non, il n'y a pas d'alerting pour l'instant. C'est du joujou et pour vérifier, pour commencer à travailler avec l'outil parce qu'il me paraissait intéressant. Mais là, avec le talk de Rachid qui nous parlait de Talon, on a notre prochaine étape. Hein. On ira donc, un exemple de ce qui remonte, mais je pense que Rachid l'a montré. Par exemple, dans Datadog, on a une première alerte de type info quand on ouvre un terminal sur un pod. Et par exemple, là, pour l'expérience, j'avais fait un apt install Toto. Donc, juste essayer d'installer un package. Et là, tout de suite, j'ai une alerte qui remonte dans Datadog. Hop. Autre point important, comme je vous l'ai dit, on est une petite équipe et on a la gestion de l'obsolescence. C'était l'obsolescence de nos produits était un point assez critique. On a choisi d'utiliser Renovate. Donc, Renovate, c'est un peu l'équivalent de Dependabot sur GitHub. Mais voilà, c'est un truc qu'on déploie nous-mêmes et qui va aller scanner tous les jours tous nos repos GitLab et nous ouvrir des merge requests pour les dépendances pour lesquelles il y a des nouvelles mises à jour. Si il y a une update qu'on ne veut pas faire pour X raison, on ferme l'AMR et il ne nous ouvrira plus l'AMR tant qu'il n'y aura pas une nouvelle version. Et il nous propose un joli dashboard de suivi sur les projets avec tout ce qui est en cours d'update et qui a besoin d'être update. Alors, on est très content de Renovate. Le souci, c'est que c'est
un peu complexe, surtout dans une petite équipe, de le faire adopter aux devs parce que ils n'ont pas forcément le temps, pas forcément le travail le plus passionnant d'aller vérifier que cette montée de version là, elle casse pas tout. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est aujourd'hui, en accord avec le métier, on a dédié 20% du sprint à la gestion de l'obsolescence et de la dette technique pour toutes ces questions-là et avoir des produits qui restent maintenables, restent relativement à jour. Et voilà. Plus éventuellement 2 sprints par an s'il y a besoin de faire du RAB. Ça, on l'a fait valider avec le métier. Et je repasse la main à Arthur pour la fin. Allez. Merci Pierrick. Donc on va parler de monitoring. On vous a beaucoup parlé de Datadog tout à l'heure. On va d'abord vous parler de monitoring. Pardon. Ah, je me suis trompé de. Oui. T'es pas allé au bon endroit. Oui, pardon. Il manque des slides là. Ouais, j'ai sauté des trucs. Pardon. Donc monitoring. On avait entendu que quand on déploie une application dans le cloud, la première chose qu'on perd, c'est l'observabilité, la capacité à aller sur un share réseau, regarder nos logs, etc. C'est vrai. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une solution d'observabilité, à nouveau, solution sur étagère. On n'est pas allé la développer nous-mêmes, par exemple avec du Elasticsearch, du Kibana, du Grafana, du Logstash, que sais-je. On est allé prendre Datadog et on lui a fait consommer finalement l'intégralité des logs de nos applications, de notre infrastructure, de notre réseau. Et on fait un certain nombre de choses aussi avec les certificats, vous allez voir un petit peu plus tard. Et on lui a aussi donné le rôle d'alerting. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple d'un dashboard applicatif sur l'un de nos produits qui nous permet de voir une récurrence sur des types d'erreurs qui se produisent et qu'on capture au travers des logs. Et ça nous a permis de mettre en lumière le fait qu'on avait un batch qui produisait toutes les 30 minutes, oui, c'est ça, toutes les 30 minutes, des erreurs. Donc on a pu ensuite corriger tout ça. Donc ça, voilà, c'est un élément d'observabilité. On a pu aussi tracer l'activité, c'est un petit peu de l'analytics, tracer la création de comptes utilisateurs sur notre application. Pour certaines choses, c'est assez évident. Il suffit d'utiliser le connecteur approprié et les logs se retrouvent automatiquement dans Datadog et on n'a plus qu'à travailler avec. Dans certains cas, c'est un poil plus compliqué. Par exemple, l'application gateway, aujourd'hui, il n'y a pas de manière native de venir prendre les logs, le trafic réseau. Donc là, ce qui a été fait en s'inspirant d'une documentation de Datadog, c'est développer une Azure Function. Et cette Azure Function prend ses sources sur l'Event Hub qui lui fournit les logs. Donc ça marche très très bien. Et ça permet d'aboutir à ce type de dashboard qui nous permet de suivre l'activité réseau dans Datadog, pratiquement en temps réel. On a quelques minutes de retard, 1 minute de retard, mettons. Donc, ça nous permet de voir un petit peu aussi où nos utilisateurs vont et quel taux d'erreur on va avoir sur les différentes requêtes. Donc, ça nous permet aussi de tracer des activités un peu étranges, comme des images qui se retrouvent pingées un certain nombre de fois de manière un peu anormale. Voilà, ça donne tout un tas de sujets intéressants derrière. On a, je vous le disais, le monitoring de nos certificats, puisque les certificats, dans le meilleur des cas, c'était quoi? C'était 1 an qui durait, quelque chose comme ça. Mais maintenant, ils vont passer à 3 mois. 3 mois, voilà, avec peut-être les prochaines décisions de Google. Donc, ça devenait vraiment important de savoir quel certificat allait devenir obsolète. Et donc, on a mis en place ce board qui nous permet de savoir que, voilà, par exemple, les 2 certificats du haut qui sont probablement les mêmes vont expirer dans 21 jours. Et donc, il est urgent d'aller faire la commande à notre autorité de certification tierce. Je vous disais aussi, avec Datadog, on fait de l'alerting. Et nous, notre outil collaboratif de cœur, c'est Teams. Encore une fois, on utilise beaucoup les solutions de Microsoft. Et donc, on a branché nos alertes par défaut directement dans Teams. Comme ça, on reçoit sur des canaux dédiés. Donc, par exemple, alerte log. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Les alertes sur, par exemple, des consommations anormales de log. Voilà, donc c'est ce qu'on fait avec Datadog. Maîtrise des coûts, donc voilà, finalement, on en parle. Maîtrise des coûts, pour nous, c'était 2 axes principaux. C'était d'abord les coûts d'infrastructure. Voilà, vérifier qu'on n'est pas en train de faire trop chauffer la carte bleue de l'entreprise avec nos produits déployés dans Azure. Et ce diagramme, ce sont les vrais chiffres, ça vous montre en bleu nos coûts d'infrastructure actuels pour l'ensemble de la facture Azure, donc les 3 souscriptions dont a parlé tout à l'heure Pierrick.
Et en rouge, si on n'avait pas mené d'action dite FinOps, d'optimisation des coûts, voilà, avec la projection jusqu'au mois dernier. Le diagramme est relativement à jour. Et donc, la première chose qu'on a voulu faire comme action FinOps, c'est quelque chose qu'on a étalé sur 3 mois. Et donc, vous pouvez voir un petit peu l'effet que ça a produit. C'est l'arrêt des machines les soirs et les week-ends. Donc, la plage de travail, on a considéré que de 21h à 7h. Oui, pour les recettes. Oui, la prod, elle tourne. La prod, elle tourne. Rassurez-vous. Après, ça serait une révolution. Il faudrait apprendre aux utilisateurs à aller se coucher. 21h à 7h, donc les développeurs sont pas forcément en train de travailler. On a décidé de couper les recettes et les pré-prod aussi. Oui, ouais, il y a juste la prod qui tourne la nuit. Et les week-ends, pareil, on considère que le samedi et le dimanche ne sont pas des jours travaillés, en tout cas par l'équipe informatique. C'est pas le cas du reste de Boiron. Donc on les coupe. Ça donne cet effet en escalier là qui est assez intéressant. Oui, tac. Donc, l'utilisation des spot instance aussi, alors c'est un concept qui existe dans Azure, qui existe aussi dans AWS, c'est le fait d'utiliser des machines qui potentiellement peuvent se faire préempter par l'infogéreur, par le cloud provider, mais en contrepartie, ce sont des machines qu'on paye très peu cher. Donc, dans le cadre aussi de l'expérimentation où on a coupé les recettes, on a aussi mis en place des spot instances pour les runners GitLab et pour les applications de support. Ce qui nous a permis de fortement descendre les coûts de la souscription Builder. Et d'autant qu'on a couplé ça avec l'utilisation de machines un peu surdimensionnées pour pouvoir réduire les temps de build. Ouais, Il reste une minute. Allez, je bombarde. Et enfin, dernière action FinOps d'envergure, ça a été l'activation des réservations. Il y a des petites choses aussi qu'on fait dans le détail, mais ça, c'est vraiment les plus grosses, celles qu'on voulait vous communiquer. L'activation des réservations, donc c'est la réservation des machines chez Azure sur une durée d'1 an. Et effectivement, ça permet de réduire encore les coûts d'à peu près une trentaine de pourcents. Voilà. Donc ça, c'est un peu le résumé sur les actions de maîtrise des coûts sur la partie infrastructure. Et après, il y a des composants aussi qui sont un peu chers, comme l'App Gateway ou la Container Registry, où là, c'est plutôt intéressant d'essayer de penser mutualisation plutôt que d'avoir une instance par produit. Ça permet à nouveau de réduire les coûts. Dernier élément sur la réduction des coûts, c'est côté Datadog. Datadog, c'est un service SaaS, ça coûte en fonction de l'utilisation. Et par exemple, voilà, là, on voulait vous parler des 2 épiphénomènes qu'on a eu en mai, en juin et en juillet l'année dernière, où on s'est mis à surconsommer de la log, d'où l'alerte qu'on a mise dans Teams, qui nous permet de traquer les moments où on se met à surconsommer de la log. Ce qui s'est passé, c'est un traitement batch qui s'est mis à tourner en boucle et il nous a fallu un petit peu de temps pour s'en rendre compte. Donc là, ça nous a coûté des ronds pour pas grand-chose. Donc, surveillez ce que vous envoyez à Datadog, surveillez le volume de ce que vous avez envoyé, parce que vous payez pour ça, donc les phénomènes anormaux. Nous, on recommande aussi de sous-évaluer les quantités réservées et de travailler aussi un petit peu avec la variabilité de votre activité. Et là, quelque part, vous êtes en pay as you go. On trouve que ça marche plutôt bien. Et bien vérifier les propositions qui sont faites par Datadog. Ils ont tendance à nous faire surréserver des choses, notamment en observant le nombre de containers réellement présents dans les clusters. Ils peuvent le faire avec l'agent Datadog qu'on déploie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient tendance à prendre le moment où on est en train de faire les mises en production, et donc le moment où il y a 2 versions de la prod qui tournent en parallèle pour permettre le zéro downtime. Donc voilà, il faut être un peu attentif aux chiffres, il faut arriver à les interpréter. Voilà, donc pour conclure, ce qu'on vous a présenté, c'est l'infrastructure qui soutient 4 applications déployées dans 15 pays, un total d'une trentaine de déploiements, et le FinOps qui est quand même un truc bien rentable. Il ne faut pas hésiter à en faire, c'est une bonne idée. Est-ce qu'on a le temps pour les questions venez nous voir si vous avez des questions. Voilà, venez nous voir et on se fera un plaisir de répondre. Merci. Merci.